L'ami Simon Carreau vient faire sa chronique Histoire une fois ou 2 semaines, le lundi d'habitude. Mais là, les 2 derniers lundis où il devait faire sa chronique, ça tombait des journées fériées. Puis on était tanné de pas le voir parce que Simon, il a son fan club. Que je salue. Il salue les membres de son fan club. Et j'allais dire super histoire aujourd'hui. C'est un peu morbide. Tu nous parles d'une fille dont moi, j'avais jamais entendu parler, Blanche Garneau. Oui, c'est le meurtre de Blanche Garneau qui se déroule en 1920. Et j'ai décidé d'en parler parce que cette histoire-là d'un meurtre d'une jeune fille de la basse ville de Québec va ébranler jusque le pouvoir là, politique là, à Québec. Et je trouve que cette histoire-là rappelle, tu vas voir dans l'histoire, par les rumeurs, les fake news, des choses, c'est très moderne aussi comme histoire. Et cette histoire-là aussi démontre une autre histoire qui a eu lieu à Québec, que j'en ai parlé des fois dans différentes chroniques, la rivalité. Souvent, on dit entre la Haute-Ville et la Basse-Ville, mais c'est pas nécessairement vrai. C'est plutôt entre ce qu'on appelait la bonne société, que déjà, s'il y a une bonne société, il y a une moins bonne société. Les classes ouvrières, les quartiers populaires, quartier populaire, Saint-Roch, Saint-Sauveur, Limoilou, mais aussi Saint-Jean-Baptiste qui est en Haute-Ville, alors que la bonne société se trouve dans le Vieux-Québec, le long de la Grande Allée, quartier Montcalm, quartier aussi, après ça, Saint-Sacrement, là, qui se développe dans ces années-là. Oui, parce que Saint-Jean-Baptiste, même si c'était dans la Haute-Ville, c'est quand même un quartier de gueux, là. Oui, c'est... Quand on se promène aujourd'hui, on voit que ça pouvait pas être un quartier opulent à l'époque. C'est un quartier ouvrier. J'en ai parlé aussi dans l'histoire des travailleuses du sexe. C'était très central aussi, que c'est juste un développement quand la ville, toute la bonne société était dans le Vieux-Québec. Là, c'était à côté où étaient les travailleurs, mais par après, les autres terrains ont été pris là, par les classes moyennes et les classes aisées de Québec. Bon. Alors, Blanche Garneau, née en 1899 dans Saint-Sauveur. Son père était électricien, un nouveau métier à la mode à cette époque-là, là, qu'on branche là, de plus en plus d'endroits. C'est une famille de quartier ouvrier, beaucoup de mortalité dans les enfants de cette famille-là. Et le drame arrive en 1902, lorsqu'elle a 3 ans. Son père meurt là, quelques jours de Noël à 34 ans. Alors, encore quelque chose qui décrit beaucoup là, ces quartiers-là. Et 2 ans après, presque à Noël encore, c'est la mère de Blanche Garneau qui va décéder. Et les 2 filles survivantes là, d'une grande famille de beaucoup d'enfants vont être adoptées. La plus vieille va se marier rapidement. On perd la trace de Blanche Garneau jusqu'au moment là, où il va arriver son meurtre, où on sait qu'elle a 21 ans en 1920, et elle a adopté, elle vit avec sa famille adoptive, et elle n'est plus dans Saint-Sauveur, mais elle est dans Limoilou, elle vit sur la rue François 1er dans Stadacona, qui est pas loin du lieu historique national quartier Brébeuf, dans ce secteur-là de la rivière Saint-Charles. Blanche Garneau travaille. Elle travaille dans une boutique de thé dans Saint-Sauveur, sur la rue Saint-Vallier, et c'est elle qui ferme la boutique, alors elle revient tard le soir chez elle à Limoilou. Et pour aller à Limoilou, elle doit traverser 2 ponts. Parce que la rivière Saint-Charles n'est pas comme aujourd'hui. Elle a été refaite une partie de la rivière Saint-Charles. Oui, il y avait plus de méandres dans le parc Victoria. Et on a vraiment fait une rivière plus droite aujourd'hui. Alors imagine, elle aujourd'hui c'est 1 pont. Et elle, c'était 2 ponts là, à travers des îles et des demi-îles. Elle retournait chez elle. Dans un secteur où passait quand même le tramway. Et la nuit du 22 juillet 1920, elle ne rentre pas à la maison. Sa famille vont attendre 6 jours avant d'informer la police. Ça va laisser certaines traces. Les gens étaient plus chill à l'époque, hein? Ah oui, Blanche n'est pas arrivée à la maison. Bon, ça fait 3 jours. On va y donner un autre 3 jours. Faut penser aussi là, que je parle de Basse-Ville, Haute-Ville, quartier ouvrier. Il y a eu les émeutes de 1918 où l'armée a tiré dans les quartiers populaires avec la police pour la conscription. Hein, on va pas là, vers la police facilement dans ces quartiers-là. D'accord. Alors, il y a ça. Puis il y a des auteurs qui peuvent penser que peut-être que le père adoptif de Blanche avait des choses à cacher. Mais quand ils vont à la police, heureusement, on pourrait dire pour eux, quand ils décident d'y aller après 6 jours, c'est à ce moment-là qu'on a découvert le corps. Alors, ça arrive là en même temps. Les enfants qui jouaient sur le bord de la rivière Saint-Charles ont découvert son corps. Oui, le long de la traque, en mauvais français, la traque de tramway près de la rivière Saint-Charles sur le bord, découvre son corps.
Là, la police va décider va agir, là, parce qu'il y a un corps. Et là, ils vont faire affaire avec un détective. Et à l'époque, les détectives ne font pas partie des services de police. C'est comme du privé, public-privé, là, quand on entend parler dans la santé. Mais là, c'était dans la police. Alors, on fait affaire avec un détective. Et le détective, ça va y prendre une couple de jours avant de se rendre sur le lieu du meurtre. Alors déjà, là, quand on entend parler de la police, faut aller rapidement pour avoir tous les indices avant que la scène soit souillée. Contaminée, oui. Ouais. Et là, déjà, il y a une rumeur qui circule. Ça n'a pas d'allure que ça a pris une couple de jours avant de se rendre. Mais il y a déjà une rumeur comme quoi qu'un policier qui s'est rendu la journée même où on a découvert le corps de Blanche Garneau aurait affirmé que ce corps-là aurait été déplacé puis qu'elle n'aurait pas été tuée sur place. Alors déjà, ça laisse aller des rumeurs, même si d'autres gens vont nier cette rumeur-là. Alors, ceci dit, on sait qu'elle traversait ce parc-là pour rentrer chez elle après le travail. Oui, elle passait dans ce coin-là. Mais il y a des gens qui l'auraient vu là, parler à des hommes là, dans ce coin-là. Mais lui, il y a un policier qui aurait dit que non, elle viendrait ailleurs. Et on sait assez tôt qu'elle a été tuée par strangulation, je pense. Étranglée, violée aussi. C'est ça. Oui, étranglée, violée. Motif sexuel. Oui. Autour de ça. Ouais, c'est ça. Comme ça avance pas vite, cette enquête-là, clairement. les gens se plaignent, dans certains journaux, mais les gens, là, la rumeur populaire aussi, ou encore c'est une histoire d'une fille de la basse ville ou des quartiers ouvriers, puis ça répète dans Saint-Jean-Baptiste, comme on l'a dit tantôt, puis on n'est pas pressé de régler ça, on veut taire ou laisser passer les choses. Et là, il y a une grosse rumeur qui commence, là, où on va accuser, sous le coup, on va accuser 2 personnes qui sont dans une prison en Ontario. Raoul Binette puis William Palmer. Pourquoi? Parce que Binette dit que c'est Palmer, qui est dans la même cellule que lui, qui a tué Blanche Garneau. Qui a confessé le crime. On va les faire venir à Québec. Palmer va dire que c'est pas lui. Il va prouver qu'il était pas à Québec à ce moment-là. Alors, on va le ramener en prison en Ontario. Puis Binette, lui aussi, on va le ramener en prison, mais en plus, on va rajouter une parjure là, qui a fait perdre du temps. Alors, encore là, le temps, là, on pensait tout ça régler. Le temps là, tombe passe et passe. Puis là, c'est là que la grosse rumeur va partir, puis une rumeur forte, où les gens vont dire c'est 2 fils de députés libérales du gouvernement Tachereau qui auraient tué, violé Blanche Garneau. Et on les nomme, là. On dit que c'est Majella Madden, le fils de Martin Madden, député de Québec-Ouest, et Arthur Paquette Jr., le fils du député de Saint-Sauveur. Alors, c'est sûr que là, au Parti libéral, là, on dit non, puis on met la rumeur maintien. On dit même que le ministre de la Justice a étouffé l'affaire, a fait retarder l'enquête pour sauver là, la face de ces 2 jeunes. Ça a l'air basé sur rien, par exemple, comme rumeur. Je pense qu'historiquement, c'est pas comme si on avait trouvé des preuves après coup. Comme beaucoup de fake news, des fois, qui sont basées pour rien. Sur du vent. Il suffit que quelqu'un parle quelque chose, puis là, tout le monde parle, là, c'est the talk of the town, tout le monde en parle, puis comme une flambée là, de poudre, là, ça part partout. Sauf qu'en plus de ça, puis là, on voit que le temps passe. 2 ans plus tard, c'est pas réglé encore. Cette rumeur-là est toujours persistante en 1922. Et là, il y a un journaliste, John Ash Roberts, du journal The Axe à Montréal, qui va republier cette rumeur-là sans nommer de nom. Et lui, pas les 2 fils en question. Il dit c'est 2 députés ou proches de députés libéraux, parce qu'il n'aime pas beaucoup les libéraux, une question de prohibition. Puis, il va dire, mais je peux pas nommer c'est qui, mais il va offrir 5 000 $ en 1922 pour tous ceux qui auront des indices pour pour prouver cette rumeur-là. Que là, tu comprends que Tachereau est choqué. Même tous les députés vont être choqués, même les conservateurs, il va y avoir une unanimité et on va faire une commission parlementaire à la colline parlementaire, à l'Assemblée nationale, où on va faire venir Roberts pour parjure là, ou partir des rumeurs face à des députés. Et au moment que cette commission-là siège, Tachereau va faire passer une nouvelle loi qui, pour ceux qui attaquent les députés sur des fausses rumeurs,
passible de jusqu'à 1 an de prison. Ce qui fait que la loi passe pendant le procès de Roberts, et quand le procès est terminé, le sergent d'armes vient chercher Roberts, il va l'emprisonner presque 6 mois à la prison de Québec. Alors on voit, là, on veut étouffer l'affaire, mais en même temps, quand on veut étouffer quelque chose avec des si gros moyens, on donne prise à la rumeur. C'est ça, aux gens qui médisent. Oui. Alors, Roberts, quand il va sortir quelques mois plus tard, va être fier, va lever le poing et va dire « Je me suis même pas excusé ». Alors, on rajoute de l'injure à cette histoire-là. Mais en fait, c'était injuste pour lui parce qu'il était emprisonné sur la base d'une loi qui n'existait pas quand les accusations étaient déposées. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Non, effectivement, on voit qu'à cette époque-là, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Et là, les gens sont un peu choqués de cette histoire-là, ce qui fait que la rumeur va prendre encore plus d'ampleur. Et là, on va pointer Robert Taschereau, le fils de Taschereau, et on va dire qu'il fait partie d'un club de vampires de la Haute-Ville, qui inclut des fils et des députés libéraux et des juges. Tu vois, le genre de rumeur, on prend pas de chance, on met tout le monde là, pour dire, des vampires qui vont s'en prendre à des jeunes filles des quartiers populaires, on va leur sucer le sang, puis on va les violer et les tuer. On a parlé des clubs pédosataniques là, contre Hillary Clinton, contre d'autres politiciens il y a quelques années. Ça ressemble vraiment à cette histoire-là des années 1920. Là, on est rendu en 1923 où ça se poursuit. Et là, c'est sûr que Taschereau est encore plus choqué. Il va faire une autre commission pour enquêter sur ce meurtre-là. Mais là, les conservateurs seront plus de son bord. Ils vont dire, ça sent la commission qui veut déculpabiliser les libéraux puis qui ira pas dans le fond. Puis effectivement, quand on regarde les 4 conclusions de la commission, on dit que la justice a fait tous les efforts possibles pour retrouver les meurtriers. Les enquêteurs ont suivi toutes les indications qui leur ont été soumises. Les fils de députés soupçonnés ne sont pas impliqués dans le meurtre. Ils ont des alibis, juste des gens de leur famille, les alibis. Et le mystère demeure. Alors, effectivement, c'est une commission qui dit que c'est pas les fils des députés libéraux, mais qui a fait pas avancer du tout l'enquête là, de Blanche Garneau. Alors, encore là, ça va encore plus choquer les gens et donner foi en disant, oui, ils cachent les choses, là, ce club de vampires-là de la Haute-Ville de Québec. Et ça va, après ça, faire son... Mais ça va laisser des traces là, au niveau entre le Parti libéral puis les quartiers populaires de Québec à ce moment-là. Puis c'est dommage parce que quand on creuse, déjà dans les années 30, il y a un auteur qui va aller écrire sur ce crime-là. Puis après, jusqu'en 1997, il va y avoir encore, puis 2017, il va y avoir encore des livres à ce niveau-là. Puis quand on regarde, il y a certains suspects qui n'ont pas été inquiétés lors de ces enquêtes-là là, des années 20. On parle de Martin Griffin qui habitait sur la rue Saint-Ambroise dans Saint-Sauveur. C'était sur le chemin où Blanche Garneau passait. Et lui avait demandé 2 fois à Blanche Garneau de sortir avec lui. Puis ça a l'air qu'il n'avait pas pris, qu'elle a dit non. Il a été interrogé 3 fois par la police, mais jamais on lui a posé de questions au sujet de son amour pour Blanche Garneau. Alors déjà, il y avait un trou là, au niveau de l'enquête. Binette et Palmer, les 2 gars en Ontario, on sait que Binette, après, quand il retourne en prison, va se vanter que c'est lui qui a tué Blanche Garneau. Et on va pouvoir prouver aussi que Palmer, finalement, était à Québec au moment du meurtre. Et on va pas reprendre l'enquête sur ces 2-là au niveau du meurtre. Après ça, il y a Réal Bertrand qui dit, un des auteurs, qui dit que Michel Baribeau, le père adoptif, pourrait être aussi impliqué, parce que ça a pris 6 jours avant qu'il parle à la police. Il parlait aussi que sa fille voulait être religieuse, mais à 21 ans, à cette époque-là, c'était un peu vieux. Alors, est-ce qu'il la gardait à la maison? C'est un peu nébuleux aussi, cette affaire-là. Puis en 2017, il y a un auteur qui trouve 2 autres suspects, des gens qui vont violer et tuer ou tenter de tuer des jeunes filles dans Saint-Sauveur à la même époque, là, au mois d'août de 1920. On parle d'Achille Tivierge, un commerçant qui a agressé une jeune femme en août sur la rue Saint-Vallier. Mais on l'associe pas non plus, on l'enquête pas sur l'autre meurtre. Puis on parle aussi de Patrick Ryan, condamné pour le viol d'une jeune femme, toujours en août de 1920, dans les mêmes circonstances que le crime de Blanche Garneau.
La seule chose positive de cette histoire-là, c'est que le gouvernement Tachereau va amener une loi qui va changer un peu la manière de faire des enquêtes puis la manière de gérer la police au Québec. Entre autres, les détectives ne seront plus privés, là. Ils vont faire partie du corps policier. On va aussi créer des dossiers du personnel de la police et aussi des registres pour les enquêtes. Ça veut dire que si moi j'enquêtais sur quelque chose, puis toi t'enquêtes sur la même chose, on a chacun de nos côtés notre enquête, puis ça se parlait pas. Alors maintenant, il va y avoir des registres communs. Alors ça va prendre ce meurtre-là d'une jeune fille de la Basse-Ville, née dans Saint-Sauveur, de Limoilou, pour que la police décide de se moderniser au Québec. Fascinant cette histoire. Si ça vous intéresse, Le Soleil a publié en 2019 un article qui s'appelle « Qui a tué Blanche Garneau ?» qui est disponible sur Internet, l'article, signé François Bourque. Puis il y a beaucoup de photos d'archives. Il y a notamment une photo de Blanche Garneau. Enfin, c'est ce qu'on la présente comme étant une photo de Blanche Garneau. Des photos des lieux aussi, là, le parc Victoria à l'époque. Bref, c'est un long... des découpures de journaux, évidemment. Fascinant, tout ça. Merci beaucoup, Simon. Ça me fait plaisir. On se revoit dans moins de 2 semaines pour un autre chapitre passionnant de notre histoire collective. Bye bye. Bye.